Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie d'abord de votre invitation. Et en fait, la question que je souhaitais poser cet après-midi, c'est le fait qu'organiser un colloque international pour la paix, est-ce que ce n'est pas être complètement hors sol, dans la mesure où tout simplement il n'y a qu'une paix peut-être impossible dans une terre qui se trouve en croissance démographique. Effectivement, comme je le résumerai, nous avons eu au fil de l'histoire un certain nombre d'auteurs qui ont considéré que la non-paix, donc en fait la guerre, était tout simplement la conséquence des dynamiques démographiques. Donc, pour répondre à cette question, je vous propose une première partie avec ce questionnement « L'homme est-il un loup pour l'homme ?» Et nous vérifierons ensuite, par la connaissance que nous avons des conflits dans le monde, si la réponse à cette question doit être positive ou négative. Et si elle est négative, il nous faudra essayer d'expliquer pourquoi, ou du moins de résumer la raison. Effectivement, donc au fil de l'histoire, nous voyons un certain nombre d'auteurs qui considèrent que la démographie est le facteur essentiel du conflit. Et déjà, l'on peut se rappeler, pour prendre une période plus proche de nous, que Thomas Hobbes considérait quant à lui que de toute façon, la nature humaine, cela signifiait forcément de la jalousie, de la vanité, premièrement, que deuxièmement, l'homme était en état de pouvoir tuer ceux dont il était jaloux ou ceux dont il avait envie de s'emparer des biens, et donc ceci se traduisait inévitablement par des conflits militaires, ce que Thomas Hobbes appelait la guerre de tous contre tous. Et donc nous retrouvons avec Thomas Hobbes la vieille formule qui avait été prononcée il y a 23 siècles par Plaute, Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc si effectivement chacun défend ses intérêts propres sans aucun respect des autres, si l'homme n'existe pour creuser du tort à ses semblables, et si l'homme est effectivement donc un loup pour l'homme, ben plus il y a de loups, et plus le risque conflictuel se trouve élevé, et donc la non-paix, donc la guerre et les situations conflictuelles ont comme pour cause déterminante les évolutions démographiques. Il devrait en résulter qu'en 2025, nous devrions être plus loin que jamais de toute perspective de paix, puisque le nombre des loups, c'est-à-dire des hommes qui étaient de 1 milliard en 1800, dépasse aujourd'hui les 8 milliards, ce qui fait effectivement une augmentation quantitative des risques conflictuels évoqués par Plaute et par Thomas Hobbes. Plus récemment, au XXe siècle, nous avons eu la fameuse thèse développée par un Français, Gaston Boutoul, qui considérait qu'en fait l'augmentation de la population mondiale devait être considérée comme une inflation démographique. Et donc il fallait trouver des solutions pour, si je puis dire, guérir cette inflation démographique. Et pour Gaston Boutoul, la solution, elle était justement dans la guerre, qui entraînait un certain nombre de morts et qui équivalait à un infanticide différé, puisque nous avions trop d'habitants, on faisait la guerre, et en faisant la guerre, on causait de la surmortalité qui engendrait effectivement une réponse à cette inflation démographique. Donc, en fait, sans qu'il l'ait formulé comme ceci, Gaston Boutoul développait une sorte de syllogisme. Le nombre des hommes s'accroît. Ils sont source de conflits. Donc, plus il y a d'hommes, plus il y a de guerres. Et allant même plus loin dans la formulation de sa thèse, Gaston Boutoul a cette fameuse phrase « L'inflation démographique a pour corollaire la guerre totale. » La guerre totale.
Donc, normalement, compte tenu de l'augmentation de la population dans le monde toutes ces dernières décennies, nous devrions avoir un nombre de conflits qui aurait augmenté de façon homothétique avec la croissance démographique, de façon homothétique avec le nombre de loups, entre guillemets. Après avoir analysé donc ces théories défavorables à l'espoir de paix que chacun peut porter et que le président a très bien présenté tout à l'heure, il nous faut essayer de vérifier si ces théories ont une valeur qui mérite d'être reconnue. Et pour cela, donc, il nous faut étudier les conflits dans le monde et utiliser des données qui sont proposées par un certain nombre d'institutions. Là donc, je vous proposerai les données de l'université d'Uppsala, qui depuis 1950 tient de façon précise une statistique des conflits armés dans le monde, selon une définition extrêmement précise, c'est-à-dire que tout conflit armé est défini comme une situation où il y a au moins dans l'année 25 morts, avec au moins un cadre étatique qui exprime la situation belliqueuse qui se déroule soit dans le pays, soit entre deux pays. J'ajoute aussi que la thèse de Gaston Boutoul pourrait être d'autant plus justifiée aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'États en 2025 qu'il y en avait en 1980, compte tenu de l'implosion soviétique, de l'implosion de l'ex-Yougoslavie, etc. Donc on a beaucoup plus d'États dans le monde, ce qui devrait se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par des risques de conflits beaucoup plus importants. Or, que donnent les résultats? Et donc, je vous invite à regarder cette courbe. Donc, vous avez ici, en rose, l'augmentation de la population mondiale depuis 1950. Donc, le passage, en gros, de 2 milliards 500 millions d'habitants en 1950 à un peu plus de 8 milliards aujourd'hui. Bon, c'est une augmentation qui apparaît presque continue. En réalité, ce type de courbe ne met pas en évidence les effets de vitesse acquise et donc ne permet pas d'illustrer l'importante décélération de ces dernières décennies. Et vous avez donc en bleu une autre courbe qui indique chaque année le nombre de conflits recensés par cette université selon la définition que je vous ai précisée tout à l'heure. Et donc vous voyez cette différence entre une courbe, pour simplifier, qui est linéaire, celle de l'augmentation de la population mondiale, et une courbe qui au contraire est considérablement discontinue, c'est-à-dire le fait que les conflits de chaque année ne suivent pas une croissance, mais vous voyez bien au contraire qu'il y a des périodes plutôt de croissance du nombre de conflits, des périodes de diminution du nombre de conflits, d'autres périodes comme nos dernières années où le nombre de conflits augmente. Donc une évolution discontinue, et donc on n'a absolument pas d'homothétie entre le nombre d'habitants sur Terre et le nombre de conflits qui se déroulent sur notre planète. Pour aller mieux dans la compréhension de cette éventuelle corrélation entre le nombre d'hommes sur Terre et le nombre de conflits, j'ai proposé de formuler un indice démographique des conflits qui consiste donc à rapporter le nombre de conflits à l'effectif de la population. Et voilà le résultat que cela se donne. Donc c'est un indice démographique des conflits. Si effectivement nous étions dans une situation où l'augmentation de la population mondiale avait engendré un nombre homothétique de conflits, eh bien cet indice devrait avoir augmenté depuis 1950. Or, vous voyez qu'en réalité, cet indice démographique des conflits a varié considérablement
au fil des années, qu'il y a eu plutôt certaines années de hausse de l'indice démographique des conflits, donc une situation plus conflictuelle sur la planète, qu'à d'autres périodes, nous avons eu au contraire des années où l'indice était plus faible, et vous constaterez que pour les dernières années, même si en moyenne le nombre de conflits a plutôt augmenté et donc il en est résulté une augmentation de l'indice démographique des conflits, néanmoins vous voyez que cet indice, alors que nous avons plus de 8 milliards d'habitants, est plus faible que le niveau qu'il atteignait par exemple dans les années 1980. Donc tout ceci en fait a pour conséquence de mettre en évidence que la théorie de l'inflation démographique explicative de la multiplication des conflits et explicative de situations de guerre et explicative du fait qu'il n'y aurait aucun espoir de parvenir à la paix, eh bien, en réalité, ces théories sont complètement démenties de façon factuelle par les réalités. Si en plus on va encore plus dans le détail, eh bien, on pourrait penser que les risques conflictuels sont plus élevés lorsque vous avez une composition par âge jeune. Or, nous sommes bien placés en Europe pour constater qu'en ce qui concerne les guerres de l'ex-Yougoslavie, comme en ce qui concerne la guerre d'Ukraine, on ne peut pas dire que ce sont des guerres dont les causes sont liées au fait que les pays en question avaient un pourcentage élevé de population jeune et donc il y avait besoin d'un infanticide différé puisque tant les populations de l'ex-Yougoslavie que la population de l'Ukraine ou de la Russie sont des populations vieillissantes avec des pyramides des âges qui n'ont pas la forme de pyramides. Donc il nous faut parvenir à essayer de comprendre pourquoi. Donc j'en arrive à ma seconde partie qui sera plus brève compte tenu du temps qui nous est imparti. Pourquoi finalement, si l'homme n'est pas un loup pour l'homme, quelles sont les différentes raisons? Donc j'en citerai rapidement quelques-unes. D'abord, il est essentiel de rappeler que la dimension idéologique des guerres est tout à fait fondamentale et beaucoup plus fondamentale que la dynamique démographique. On sait très bien que combien la dimension idéologique qui a été la cause de guerres comme celle de Corée ou celle du Vietnam. On sait aussi que la guerre d'Afghanistan déclenchée à l'époque par l'URSS avait pour l'une de ses raisons la crainte de contagion islamiste de l'Afghanistan vers les régions à majorité musulmane de l'URSS. Et puis, nous savons aussi qu'un certain nombre de pays, même s'ils ont du hard power, donc une certaine puissance militaire, ont pensé qu'il y avait un outil qui pouvait leur être très utile pour améliorer leur puissance dans le monde, c'est le soft power. Et si je prends ces dernières décennies, on voit très bien combien l'Afrique a été pénétrée par l'influence chinoise sans que la Chine utilise un sol militaire pour parvenir à ses fins, où on voit bien comment l'Inde de son côté a utilisé intelligemment sa diaspora pour améliorer sa situation à la fois économique et géopolitique, là aussi sans recourir à des moyens militaires. Et donc c'est un élément qui explique que finalement le nombre de conflits n'a pas augmenté. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de guerres pour lesquelles on a utilisé des arguments démographiques. Je dirais la plus principale peut-être dans notre période contemporaine, c'est évidemment la guerre d'Hitler avec sa notion d'espace vital, mais qui cachait en réalité une théorie raciale des populations. Et donc, je voudrais simplement ajouter surtout que la question démographique face au problème de guerre et de paix est en fait dans une situation tout à fait paradoxale. C'est-à-dire que l'analyse du démarrage des conflits, dans l'analyse du démarrage des conflits, le paramètre
de la population, du nombre d'habitants, de sa composition par âge, parfois ne s'exerce pas du tout, ou parfois a une influence relativement minime par rapport à d'autres facteurs, sachant que bien sûr tout déclenchement d'une guerre est plurifactoriel. Mais en revanche, quand une guerre est ouverte, le paramètre démographique, là, a de l'importance très significative. C'est ce que nous avions bien sûr écrit sur la question de la guerre d'Ukraine, c'est ce que nous avons écrit aussi sur la question du Proche-Orient, et donc il faut bien distinguer le rôle du facteur démographique dans la causalité initiale de la guerre et le rôle du facteur démographique quand la guerre est déclenchée. Donc je dirais en conclusion qu'il n'y a donc pas de corrélation entre la non-paix et les rapports de force ou les compositions démographiques, mais qu'en revanche, il y a des éléments démographiques qui sont explicatifs de situations géopolitiques, qu'il s'agisse du vieillissement de la population, qu'il s'agisse de la rapidité de la transition. Et donc ce sont ces éléments qui importent d'examiner si l'on veut effectivement, comme le souhaite ce colloque, œuvrer pour la paix. Merci. Merci beaucoup.